encore vu, mon nom est Cédric Hulot, moniteur national. On est parti pour... Oula, c'est un peu fort. C'est pour vous réveiller. Alors on est parti pour une petite heure ensemble, je vous le dis direct, le niveau n'est pas du tout celui de Thierry, donc on retombe sur le niveau de Roland. Histoire que ça soit bien compris et que... Alors, quelques actualités du pôle brevet. On va voir ensemble le fameux projet de fiche d'évaluation DP 3 étoiles. Alors pourquoi on va en parler aujourd'hui un peu plus en détail? Simplement parce que, on vous l'a dit, c'était un projet, mais c'est aussi un projet pour le futur. C'est-à-dire que si cette fiche d'évaluation fonctionne, on y reviendra, il y a la tête qui me regarde et dire « Ah, c'est quoi cette fiche ?» Normalement, vous avez dû tous la recevoir. Certains, d'ailleurs, ont même dû l'évaluer ou l'ont évalué. Et donc, tout ça pour dire que c'était un projet pour les DP 3 étoiles, mais on voudrait remettre ça... Il y a des têtes, de quoi il parle. On voudrait remettre ça sur d'autres types d'exercices. Et alors, quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est la plongée sur épave. On va en reparler. Quelques brevets de spécialisation, on vous en touchera juste un mot. Et alors, quelques actualités et des rappels des conventions que nous avons avec la FFESSM, puisque c'est quand même un grand terrain de jeu qui est la Méditerranée et les autres mers qui bordent la France, et donc on va s'y attarder pas mal de temps aussi. Alors tout ça pour vous dire que les présentations que Roland, Thierry et moi-même on a présentées, tout ça se retrouve dans l'extranet. C'est où le truc? Voilà. Donc tout ça, ça se retrouve dans l'extranet, sous la partie recyclage ici. Et donc il y a 2017 et on va mettre un sous-dossier 2018 où vous retrouverez toutes les présentations. Et je donne juste un détail, c'est que l'analyse de risque de Roland, on va également la mettre là-dedans. Et comme ça, vous l'aurez à disposition sous format Word que vous pourrez modifier à votre guise d'après l'analyse dynamique que vous ferez de vos risques. Alors, passons dans le vif du sujet. Au niveau de la fiche d'évaluation 3 étoiles, donc pour ceux qui m'ont regardé avec les yeux, qu'est-ce que c'est que ça, donc vous avez reçu ça par email avec une possibilité de tester ça sur vos candidats, avec les candidats donc 3 étoiles, lors des directions de palanquée qu'ils doivent faire. Alors, au recto, on avait une série de critères, on va dire, généraux, et puis au verso, on avait différents modules qui vous donnent de la matière pour pouvoir faire la première DP, deuxième DP, troisième, quatrième et cinquième DP. Donc tout ça, ça a été évalué, par vous d'ailleurs, jusqu'au début septembre, et nous avons eu malheureusement que 18 feedbacks écrits. Alors ça, c'est vraiment pas beaucoup, c'est un petit peu dommage. J'ai eu beaucoup de feedbacks oraux, mais on va se baser ici sur les feedbacks écrits, et il y avait quand même 72% de satisfaction. À savoir qu'il y a des gens qui ont carrément donné 0, c'est mauvais, c'est pas mauvais, c'est très mauvais. On en a tenu compte. On en a tenu compte de tout ça. Et donc, je vous encourage quand même, parce que le Google Form, il est encore ouvert. Donc si maintenant on sait qu'il y a quand même pas mal de candidats 3 étoiles qui se représentent ici à la rentrée sportive, et donc n'hésitez pas à quand même utiliser ce projet-là et à quand même continuer à l'évaluer. Il y a le lien ici, il suffit de cliquer dessus, mais de toute manière vous avez le lien au fond de la fiche d'évaluation 3 étoiles aussi, de DP 3 étoiles, vous pouvez cliquer là-dessus et vous serez redirigé vers un formulaire. Donc n'hésitez pas à donner votre feedback. Je vois qu'il y a beaucoup de monde ici, en tout cas plus de 18 personnes, mais on n'a eu que 18, alors je sais que chacun n'a pas pu le mettre en œuvre, mais n'hésitez pas à solliciter cet outil. Alors, par rapport aux différents feedbacks, on a une série de modifications qui sont en cours. On va faire un mode d'emploi pour les moniteurs, pour leur expliquer comment ça fonctionne. Parce que dans les feedbacks, par exemple, on a eu beaucoup de questions par rapport au fait que, tiens, est-ce qu'il faut que tous les critères soient... Alors je reviens sur le modèle ici. Est-ce que tous les critères doivent être acquis? Ou est-ce que si on a ne fût-ce qu'un non acquis, est-ce que c'est raté? Eh bien non. Ça reste quand même au moniteur d'évaluer tout ça. C'est vous qui avez la charge et la responsabilité de faire ou pas réussir l'épreuve. Et donc peu importe ce qui est écrit là-dessus, alors il y en a même qui m'ont fait carrément un tableau Excel qui reprend ça et qui calcule la moyenne, et dès que c'est au-dessus d'un certain pourcentage, boum, le gars a réussi ou pas. C'est pas du tout l'objectif de ce document-là. L'objectif de ce document-là, c'est un objectif pédagogique, on y reviendra, mais il n'est pas, on va dire, ni exhaustif,
parce qu'il y a d'autres critères qui pourraient rentrer en jeu. Ici, on parle de prise de contact. Par exemple, s'il y a un élément qui n'est pas là-dedans et que vous trouvez ça important, ben, à vous de le rajouter par écrit là en dessous, à m'en faire part aussi, parce que si ça tombe, c'est quelque chose qui pourra servir à tous les autres moniteurs. Mais si, dans le contexte de la plongée, on va parler par exemple des conditions météo, de l'état de la mer, etc., la fameuse analyse de risque de Roland, il est possible qu'à un moment donné, vous décidiez, vous, de ne pas donner cet exercice, en tout cas de ne pas le faire réussir, parce qu'il y a un élément du contexte qui a fait que ce n'était pas suffisant. Et il n'est pas forcément repris là derrière. Donc n'hésitez pas à le rajouter. Et n'attendez pas de tous vos gars qu'ils soient tous dans la colonne acquis. Parce que je suis persuadé que si on vous fait à vous-même, vous ne serez pas forcément vous aussi dans acquis. Mais c'est juste un élément pédagogique qui va permettre au candidat de repartir avec quelque chose en main pour pouvoir savoir ce qu'il doit ou pas améliorer pour sa direction palanquée. On y reviendra. Ce qu'on va faire aussi, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, c'est, tiens, le projet de DP 3 étoiles, c'est un projet d'évaluation avec une colonne non acquis, voie d'acquisition acquis, mais c'est également une proposition de donner de la consistance à ces 5 DP. Hein, il y a les DP avec un DP débutant, ça c'est déjà dans le recueil, mais il y a aussi les 2 dernières DP, c'est les DP à décompression. Avec gestion de la décompression. Ce n'est pas forcément repris dans le recueil. Il est évident que lorsque on aura validé ce document-là et qu'on aura donné le go pour ce projet-là, donc normalement début 2019, eh bien on va mettre en cohérence et le recueil là-haut et les cartes de préparation 3 étoiles. Ça tombe sous le sens, mais je vous le rappelle quand même. On aura donc une version définitive de ça à l'AG de l'enseignement du 2/12 où on en avertira tout le monde à cette date-là. Alors, je le rappelais, la fiche, c'est un moyen pédagogique qui est au service du moniteur et du candidat. Donc, on le disait, le document, il sert à faire le débriefing ensemble, éventuellement même le briefing ensemble, d'exposer au candidat, donc on en reparlera tout à l'heure aussi, d'exposer au candidat quelles sont vos attentes finalement par rapport à une DP 3 étoiles. Hein, donc une DP 3 étoiles, on sait le degré de responsabilité que vous, moniteur, vous avez à l'octroyer ou pas, puisque vous lâchez après quelqu'un qui pourra potentiellement encadrer des 1 étoile, et donc vous avez une responsabilité que de dire quels sont les critères auxquels vous vous attendez. Et évidemment, au service du candidat aussi, puisque lui, il va repartir avec quelque chose de clair, en tout cas de plus clair qu'un briefing long d'1h30 où il a essayé de pêcher tout ce qu'il n'a pas bien fait, etc. Là, on écrit quelque chose, on montre quelque chose et on utilise un moyen pédagogique. Et ça, j'en resterai le principal fervent parce que je suis certain que ça va améliorer notre mode de communication par rapport, on en parlait, de la frustration de certains candidats. Ok, Roland pousse un peu à l'extrême en disant les candidats sont d'office frustrés, fâchés, etc. sur le moniteur. Je pense justement que ce genre d'outil va améliorer notre communication et du coup notre efficacité, parce que notre but c'est quand même de former nos candidats à réussir cette DP 3 étoiles et à améliorer notre efficacité par rapport à l'enseignement. Je vous le disais, moi l'ayant testé, j'ai testé 2 fois, à chaque fois je le complète ensemble avec le candidat et à chaque critère, je fais attention aux signes non-verbaux du candidat pour être sûr que lui a bien compris qu'un des critères était non acquis. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire t'as été mauvais là-dedans, que le candidat n'ait pas compris et de ne pas lui donner les trucs, les ficelles pour pouvoir améliorer ce critère-là. Et donc à chaque fois, faites attention aux réactions de vos candidats. Normalement, même lui, au terme de la plongée, pourrait également le compléter. Et pourquoi pas le faire compléter lui-même, avec votre accord évidemment. Alors, cette fiche, elle n'est pas obligatoire, hein, comme beaucoup d'outils pédagogiques de la fédération, vous pouvez ou pas l'utiliser. Donc certains moniteurs qui me disent « Ah, moi j'ai toujours fait comme ça et j'ai pas envie de changer », libre à eux, ils continuent, ils font des débriefings et tout se passe bien, c'est pas une... voilà, il y a certains autres modes de fonctionnement qui sont tout aussi valables et on n'a pas la prétention de vouloir obliger l'utilisation de cette fiche. Et je vous le disais, la liste des critères est non exhaustive. Et derrière, vous êtes seul juge et donc responsable de la réussite ou pas de cet élève. Et donc quand on dit qu'il y a une balance avec beaucoup de pour et peut-être un contre à un moment donné, parce que dans la gestion de la décompression, si on ne tient pas compte d'une planification, c'est peut-être simplement un critère, mais s'il est non acquis,
pour moi, il n'y a pas de raison de lui donner l'accès à ce niveau de brevet, parce que c'est quand même le b.a.-ba de la décompression, c'est d'au moins faire une planification. Donc, il pourrait y avoir plein d'acquis, et toutes les colonnes en acquis, et un non acquis, mais vous ne lui donnez pas. Mais à vous d'expliquer l'importance de ce critère-là sur la liste, sur la fiche d'évaluation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fiche DP 3 étoiles, à savoir que toutes les questions et tous les feedbacks, on peut les répondre sur le formulaire, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis ici aussi, puisqu'on est entre nous, pour une fois. Gilles? Les corrections que tu dis qui ont été apportées, il y a une nouvelle version disponible sur l'extranet? Pas encore. Donc, étant donné qu'on a eu que 18 feedbacks, je ne dis pas que c'est pas assez, mais on attend encore de vous, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, on attend encore de vous vraiment un retour pour pouvoir amener les modifications derrière. Mais on était bien parti. Sur les 18 feedbacks écrits, on a 72% de satisfaction, donc on pourrait se dire qu'on est dans la bonne voie, mais il y a certaines choses encore qu'il faudra modifier, et ça on vous en donnera toutes les infos à l'AG d'enseignement, comme ça vous pourrez partir sur un document finalisé. D'autres questions? Ok. Ah, pour Nicolas Naquers, on va parler des plongées sur épave. Oh, il est. Nico. Alors, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au conseil d'administration, au pôle brevet, au bureau de l'enseignement. Et donc, il était de notre devoir de vous informer en tout cas de ce qui s'y passe pour l'instant. Alors, simplement, la question est de savoir, pour ce petit plongeur-là, s'il peut déjà ou pas plonger dans cette épave et y pénétrer et autres. Hein, donc voilà, c'était ça la grande question de nos plongeurs pour l'instant. Je sais que Pilar, depuis un an et demi, a été assommé de mails lui demandant si on pouvait ou pas y aller. Et donc, il y avait effectivement un problème. Sinon, on n'en parlerait pas aujourd'hui, on n'en aurait pas parlé depuis un an et demi. Et ça se passe d'abord pour une question d'assurance. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui a changé dans ce texte, à savoir que le texte de l'assurance, et ça c'est intéressant et important de le savoir, c'est que nous ne sommes assurés que pour les activités que nous avons réglementées au sein de notre fédération. Ça veut dire que s'il n'y a pas de règlement, nous ne sommes pas censés en être assurés. Et c'était bien là le problème. C'était le fait que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a juste deux mots qui se sont ajoutés, la plongée sur épave, et on a rajouté « et dans des épaves ». Ça veut dire que maintenant, en tout cas, l'avenant prévoit que nous réglementions les plongées sur épave et dans les épaves. À l'époque, nous n'étions, on va dire, assurés, ou en tout cas l'avenant ne parlait que de plongée sur épave. Et c'était un peu ambigu parce qu'on disait, tiens, est-ce qu'une plongée qui se passe au-dessus de l'épave ou à moitié dans l'épave, etc., est-ce que nous sommes ou pas assurés? Donc ça posait de problème. Ici, les choses sont claires, que vous soyez dedans, dessus, à côté ou n'importe où, ben vous êtes assuré. Maintenant, évidemment, on doit mettre un règlement là-derrière. Et ça, c'est notre job maintenant. Parce que là, on liste simplement, et c'est bien marqué, je pense que c'est non exhaustif, où il pourrait y avoir d'autres activités qui participent à la... Non, en tout cas, ici, on doit le réglementer, parce qu'on le cite simplement, mais nous devons le réglementer. Et donc, la première étape, merci au conseil d'administration, d'avoir modifier notre assurance pour pouvoir en être directement assuré. Ici, au niveau du règlement plongée sur et dans les épaves, ben on va le faire, on va vous le mettre à disposition. De la même manière qu'on a réglementé la plongée de nuit, la plongée sous glace, ou la plongée sur épave en mer du Nord et autres, et bien ça, maintenant, on va réglementer aussi la plongée sur épave. Alors, on ne va pas se lancer dans un règlement de 18 pages. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le règlement de la plongée de nuit, c'est un simple A4 avec simplement on va dire les bons comportements que nos plongeurs doivent adopter lors d'une plongée de nuit. Ici, on va faire exactement la même chose pour que non seulement on ait un avenant qui tienne la route, mais également un règlement qui tienne la route aussi. Et puis, on en parle beaucoup des fameux brevets de spécialisation. Et donc, évidemment, on doit travailler tous, nous plongeurs de la fédération, on va dire non commerciale, on doit travailler dans un environnement concurrentiel qui fait que certains centres maintenant, des centres commerciaux à l'étranger, vont vous demander un brevet de qualification sur épave pour pouvoir y plonger. Alors ça pose problème parce que si vous ne l'avez pas, eh bien, certains centres vont vous le faire payer cher et vilain, alors que vous, ça fait 20 ans que vous plongez sur et même dans les épaves et au sous-sol du donateur, etc., et qu'ils n'ont rien à vous apprendre, mais c'est simplement commercial. Et on y reviendra par la suite pour d'autres types de brevets. Et donc, on va et on réfléchit
il est déjà bien en cours, à faire un brevet de spécialisation wreck diver, ça existe à la CNAS, ça existe dans d'autres fédérations aussi, que pour avoir non pas simplement une carte qu'on vend, etc., c'est pas le but de l'opération, mais c'est simplement pour pouvoir, vous, plongeurs ou moniteurs, prouver aux centres commerciaux que vous avez la compétence pour pouvoir plonger sur ou dans une épave. Et donc, c'est simplement cette volonté-là que de pouvoir non seulement apprendre quelque chose de supplémentaire à nos plongeurs, mais également de pouvoir prouver aux centres commerciaux qu'on sait plonger sur une épave. On sait tous le faire, hein. Je pense que vous l'avez tous fait inévitablement. Bon, maintenant, quand on rentre dans l'intérieur d'une épave, il faut peut-être un peu limiter la chose, parce qu'on se dit, tiens, est-ce qu'il faut que la sortie reste visible ou pas? Voilà, tout ça, c'est des éléments que nous devons réglementer pour qu'on reste dans les limites de nos règlements et qu'on soit bien assuré par la même occasion. Avant de parler d'autres brevets de spécialisation, est-ce que vous avez des questions sur cette plongée sur épave, sur et dans épave? On fait partie de la LIFRAS. Tu peux me rappeler ce que ça veut dire, la LIFRAS? Oui, Fédération de recherche d'activités subaquatiques. La LIFRAS. La LIFRAS francophone, oui. Merci. Pourquoi un brevet wreck diver? Ah non, d'accord, ça n'a pas compris. Ici, on a repris simplement le nom que la CNAS donne à son brevet de spécialisation. À savoir qu'à la CNAS, ils ont 150 cartes possibles, etc. Le but, c'est pas de vendre la carte, c'est simplement que j'ai repris la dénomination de la CNAS, c'est-à-dire la langue véhiculaire de la CNAS, c'est l'anglais, et voilà, c'est simplement ça. On ne va pas l'appeler wreck diving ou wreck diver, on va rester dans des termes francophones. Oui, je te rejoins, pas de souci. Didier? Oui, c'est vrai. Si la logique est, on va également vers des brevets de spécialisation de type pratique, parce que wreck ils ont aussi, mais ils ont aussi high diver, propulsion diver, etc. On va s'arrêter où? Alors, directement, j'enclenche sur le sujet suivant. On va s'arrêter où? 3 petits points. Et ça, c'est une bonne question, étant donné que, je le disais, on doit évoluer dans un marché commercial que nous n'imposons pas. Hein. C'est Paddy, Léo, tu les as cités, d'autres fédérations, qui rentrent petit à petit dans ce jeu-là. On est arrivé à un tel point que dans certains centres, ils demandent des brevets de qualification pour pouvoir plonger sur une réserve. Une réserve naturelle. Ça devient vraiment n'importe quoi, je suis d'accord avec toi. C'est simplement que profitons peut-être de cette occasion-là pour se dire, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un brevet de spécialisation pour pouvoir être éco-responsable, effectivement, connaître les bons comportements qu'on pourrait avoir pour plonger sur telle ou telle réserve. Je ne dis pas qu'il faut rentrer dans le jeu de la commercialisation de ça, et c'est pas le but. Ça, je le dis clairement, on ne va pas se lancer dans la commercialisation de cartes pour pouvoir dire, tiens, on va vendre une carte wreck diver, plonger dans une réserve, plonger nuit, etc. C'est simplement que certains centres vont finir par nous demander, et ils le font déjà maintenant, et que nous, on doit être réactifs par rapport à ça, sinon c'est toi qui vas payer 50 € lorsque tu vas vouloir plonger de nuit dans un centre commercial. L'utilité aussi d'avoir une formation éco-responsable, mais je pense que ça doit rester volontaire. Pourquoi ne mettons pas sur la carte ces masses? Parce que nous sommes déjà wreck, night, etc. Parce que finalement, c'est ce qu'on est. Pourquoi on ne met pas ça simplement sur la carte? Et ça, alors, on pourrait dire qu'on le met simplement sur la carte, sauf que si on va voir un petit peu derrière, en fait, on n'a pas d'explication écrite de la manière dont on doit plonger ou pas sur une épave. Et donc, c'est simplement formaliser ça. Pilar me glisse dans l'oreille que les formations, certaines formations, c'était laquelle que tu m'avais dit? La plongée de nuit, en fait, c'est parce que j'ai eu des mails par rapport à ça, c'est dans les 250 € qu'on demande. Entre 150 et 250, les gens ont dû payer sur un bateau pour pouvoir plonger des nuits. Voilà, et donc ça devient aberrant, donc, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, sur certains bateaux, ils demandent, puisque vous êtes pris en fait dans le bateau, hein, c'est une opportunité qui vous est proposée, alors que finalement c'est très très commercial, que d'aller dépenser entre 150 et 250 € sur le bateau pour pouvoir plonger de nuit, alors que vous le faites depuis 20 ans. Et ça devient aberrant. Alors effectivement, on doit se plier à ça, mais c'est pas parce qu'on doit se plier à ça qu'on doit, nous, en faire le même système commercial. Il faut qu'on puisse réagir à ça et proposer, du coup, enfin vous connaissez mon sentiment pédagogique par rapport aux cours qu'on donne, etc. Je pense qu'on peut en profiter
de ces éléments-là, on peut en profiter, nous, pour apprendre quelque chose de supplémentaire à nos plongeurs et de faire des modules spécifiques. N'oubliez pas qu'entre, Benjamin, je reviens, n'oubliez pas qu'entre le niveau 1 et le niveau 2, on perd beaucoup de membres. Et donc, là, c'est une opportunité pour donner un petit challenge à un membre, pour lui dire, tiens, j'ai un brevet de spécialisation de nuit, est-ce que ça t'intéresse? Ah ben oui, on fait une session X, Y. Alors, on ne dit pas qu'il faut passer 10 heures de cours et faire 10 plongées de nuit pour la certifier. Hein. On n'est pas dans ce rythme-là. Mais c'est simplement redonner des possibilités pédagogiques à nos plongeurs qui s'embêteraient un petit peu dans certains cas. Voilà, profitons-en. Ne disons pas nous, on le fait parce que les autres le font. Simplement, profitons-en pour pouvoir apprendre quelque chose de supplémentaire. Et on sait bien que les plongeurs sont évidemment qualifiés pour plonger de nuit. Hein. Je pense que... Quand j'ai Benjamin, après je reviens vers toi. Oui, j'allais juste, en fait, pour te répondre déjà un peu à la question, je disais, on pourrait inclure ça dans le 2 étoiles, éco-responsable, c'est quelque chose qui est dans le 2 étoiles, plonger de nuit, c'est inclus dans le 2 étoiles, plonger sur les bases, inclus dans le 3 étoiles. Après, l'avantage, comme je dis, d'avoir une spécialisation, c'est que tu peux aller donner des challenges. Des modules, Et bon, ça demande aussi une gestion derrière, une gestion d'homologation, de cartes, etc. Alors, toute cette partie-là, on va dire, on veut la faire le plus simple possible. Et effectivement, si une école décide d'inclure certains brevets de spécialisation, on va dire, dans le cursus 2 étoiles, enfin, faites attention à ne pas renforcer encore le brevet 2 étoiles, parce que sinon, on arrive à un autre problème, c'est que le challenge est trop haut et on tombe dans une espèce de peur d'accessibilité du 2 étoiles. Donc, c'est justement pour pouvoir donner, avant peut-être le 2 étoiles, donner une possibilité à nos plongeurs d'évoluer vers une certaine compétence ou pas. Tout ça c'est bien beau, mais il faudrait que ce brevet, puisqu'il y aura un brevet IFRAS, se fasse dans des installations qui sont à notre disposition, à nous, ici. Parce que s'il faut descendre en Méditerranée pour faire un brevet et pas, ça reviendra au même prix que de le passer chez Vadi. Alors ça, effectivement, on doit y faire attention. On parlait de lourdeur administrative, il faut que ça reste simple. Il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment par Annick aussi, pour mettre ça en place au sein de la fédération, et on va se baser là-dessus. Mais également, comme tu dis, on sait que le brevet PPA est un brevet qui a une charge financière très élevée, étant donné qu'on doit partir en mer avec des profondeurs de 40 à 60 mètres. Et donc on le sait, et on ne veut pas retomber dans ces travers-là. Ce n'est pas le but. Alors toutes ces formalités-là, et c'est bien de le rappeler, on doit en tenir compte pour pouvoir mettre ça en place. Et ça, on vous reviendra à l'Assemblée Générale de l'enseignement avec quelque chose de concret, en tout cas en partant par les plongées sur épave, et puis à recopier ça sur d'autres types, à savoir que la plongée de nuit, ça paraît bête, mais moi, ça me sidère quand un bateau demande, et je pensais que c'était bien moins cher, mais 150, 250 euros pour plonger de nuit, enfin, ça devient vraiment aberrant. Hein, donc, Mais tout ça, on l'enseigne déjà. Bien sûr, ouais, donc je ne vois simplement. pas pourquoi il faudrait mettre en place des formations supplémentaires. Simplement parce que dans l'analyse de risque, par exemple, si tu as quelqu'un qui se crache dans une plongée de nuit, on va venir te voir pour dire de la manière dont, quelle est la façon dont tu enseignes la plongée de nuit. Les documents pour enseigner comment on plonge de nuit, il y en a, il y en a déjà, ils sont déjà là. Donc on a déjà nos documents pour l'analyse. Oui, il faut partir de ce qui existe. On n'a pas la volonté, et c'est pour ça que, allez, j'entends que ça t'énerve un petit peu, il ne faut pas le voir comme une révolution, il faut simplement le voir comme une formalisation de ce que nous sommes en train de faire. Je vois déjà, on a commencé la même chose avec le volume constant. On a d'abord proposé ça, oh c'est un petit truc récréatif marrant, et puis on a obligé des constitutions de palanquets qui n'en sont pas, on n'en sort plus pour faire les exercices aux candidats, pour les remonter notamment. Je vois déjà la dérive que ça va entraîner. Et deuxième chose, maintenant on demande aux personnes qui veulent avoir ces brevets-là de payer. Quand on parle de dérive commerciale, elle est aussi chez nous. Donc il faut que ces frais-là restent au minimum. Je te rejoins complètement. À ta première question, à savoir si il y aura un coût, c'est pas le but. Hein, il n'y a pas de but à avoir commercial derrière, parce que sinon on repart dans les travers de nos fédérations commerciales et autres, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, savoir si elle doit devenir ou pas obligatoire, je pense qu'on parle de deux choses. Il y a la qualification de vêtements étanches, la fameuse la QVE, par le pôle sécurité, je pense à l'époque, avait été jugé qu'il n'était pas opportun de faire certaines épreuves en étanche ou pas. Donc là, il y a un problème de sécurité. Ici,
en plongée de nuit. Comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, sauf que là, il y avait un impact sécuritaire. Ici, le fait de plonger... Ça a été présenté comme ça au départ. Ici, le fait de plonger ou pas sur une épave, on doit y faire attention, et on est tous ici dans la salle pour y faire attention. Et donc, je n'ai pas envie, moi, de mettre en place, moi je parle au nom du bureau aussi, de mettre en place quelque chose de commercial. Il est bien clair qu'on ne veut pas passer dans ces travers-là. Et il ne faut pas que ça soit compliqué non plus, et on doit faire quelque chose de simple, et qui formalise simplement les compétences que nous allons transmettre à nos plongeurs. D'où l'idée de joindre à la définition de la carte du plongeur de machin. Pourquoi pas? Ouais. Sans faire plus de chichi que ça. Pourquoi pas, venant? Moi, c'était sur l'opportunité, le souhait de faire des spécialisations comme ça, je n'ai pas revenir, on a déjà discuté. Je voudrais juste attirer l'attention sur les petits clubs où il y a plus d'encadrement. Chez nous, on est 3 moniteurs, 4 moniteurs, on peine déjà à suivre au niveau, on a une grosse classe de 2 étoiles et à faire les 3 étoiles derrière. Maintenant, on doit en plus faire des spécialisations de nuit, responsable, réserve, épave. Il y a un moment, on ne va plus arriver à suivre. Non, et on perd réellement des membres à certains moments parce qu'on n'arrive pas à terminer les formations de 2 étoiles dans un temps raisonnable. Alors, j'insiste sur le fait, et ça rejoint, Laurence, ta remarque, c'est le fait que ces brevets, que les choses soient bien claires, ne devront pas être obligatoires pour plonger de nuit. Hein. C'est simplement une compétence formalisée que nous donnerons à nos plongeurs pour qu'ils puissent valoriser leurs connaissances actuelles de la plongée de nuit à l'extérieur. Voilà. Et en même temps, et ça j'insiste, parce que j'ai pas envie que ça se limite simplement qu'à ça, j'insiste sur le fait que ça nous oblige aussi à formaliser une certaine compétence que nous allons mettre au travers d'un brevet de spécialisation. Mais il ne faut pas que ça devienne un passage obligatoire où les écoles peinent à trouver des moniteurs et autres derrière, parce que sinon on est parti dans une difficulté que certains clubs rencontreront. Il y a ça, mais il va y avoir des risques d'y avoir des transferts de petits clubs vers des plus gros clubs qui peuvent avoir ces spécialisations-là. Et c'est la mort des petits clubs. La remarque est complètement judicieuse, et je pense que l'équation n'est pas insolvable, que de faire quelque chose de facile. J'entends la lourdeur administrative, j'entends la lourdeur d'encadrement, j'entends la lourdeur commerciale et autres. Tout ça, on doit rester dans un secteur soft, un truc qui peut se mettre facilement en application et qui va valoriser les compétences de vos plongeurs. C'est l'ultime but. Cédric. Attends, parce que j'ai plusieurs questions. Michel, Jean-Pierre, après on va avancer. Je vois que... Chez les enfants, les dauphins, ils ont des qualifications, ça peut faire exactement la même chose. Hein. Pourquoi pas? C'est déjà une chose. Et puis en plus, il y a certaines carrières chez nous qui, si on n'a pas une bonne langue, désolé, mais notre binôme, on l'a perdu. Hein. Donc les plongées de nuit, c'est bien qu'on est en Méditerranée ou en Égypte ou plus loin. Mais chez nous, en Belgique, on ne doit pas aller loin avec ça. Et on va pas aller... Non, on peut le faire, mais on parlait plutôt de plongée sur épave. Bon, à part le char à modeler ou... Il y a plus l'hélicoptère, ça suffit. Hein. Ouais. On peut enseigner des compétences sans pour cela devoir aller sur place, etc. Maintenant, c'est un plus. Hein, si quelqu'un sait le faire à l'étranger, pourquoi pas. Hein, mais... Cédric, si vous cherchez des épaves, je peux vous filer quelques bus. Il y a des bus? Ah oui, il y a des bus de la tech qui peuvent servir d'épave. Merci, Catherine. Nico? À partir du moment où il va mettre en exergue des brevets de spécialisation, il va de soi que ça va devenir une compétence et une qualité. Ceci sera opposable dans une analyse de risque à partir du moment où on aura une différence entre un plongeur qui sera formé en plongée de nuit et un qui autorisera à plonger de nuit mais qui n'aura pas eu la formation. C'est une compétence qu'on va donner en plus, mais elle ne devient pas obligatoire pour le pratiquer. Alors ça, il faut voir au niveau des textes d'assurance et de loi aussi. Je pense qu'il y a une analyse qui doit être faite derrière, tu as raison. Ouais. Il ne faudrait pas, en tout cas, tomber dans le travers d'une obligation de ce brevet-là pour pouvoir pratiquer la compétence, que ce soit de nuit, sur épave ou autre. Donc, ma suggestion, et mon réponse, c'est que toutes ces spécialisations doivent se retrouver inscrites dans les prérogatives de chaque niveau de brevet qui permettra à toute personne de venir dans un centre de plongée. Je lui ai donné qu'on n'arrive pas à plonger de nuit si on n'a pas la compétence. À partir du moment où on s'est montré qu'on a les prérogatives pour le faire, on peut le faire. Je pense que effectivement, on peut mettre ça simplement dans le standard de nos 2 étoiles ou 3 étoiles en fonction de la compétence qu'on veut prendre, mais ça ne va peut-être pas suffire pour les centres commerciaux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un feuillet comme vous avez reçu aujourd'hui, ou une carte classe pour ceux qui veulent prendre l'équivalent classe, parce qu'il y a des brevets de spécialisation classe qui sont à disposition. On peut être
amenés à devoir produire un document et un simple standard, même si on a les compétences derrière, de nuit sur épave et autres, un simple standard pourrait être difficilement montrable dans un club. Cédric. Comme ils peuvent réfuter ta carte CMAS parce que c'est un centre panique. Évidemment, évidemment. Ah oui, mais bon, d'habitude, il la réfute quand même pas. Hein. Je pense pas qu'on ait beaucoup de plongeurs, enfin que Pilar me fait non. Il n'y a pas beaucoup de plongeurs dont les cartes de classe sont refusées dans les centres à l'étranger. Pour l'instant, on a quand même une représentabilité et une légitimité dans... Hein, je vois quand même un cas là derrière. Moi, je suis désolée, mais en plongeant à l'étranger, c'est essentiellement pas dit. Et notre carte n'est pas de valeur. On nous teste avant, même si on a le carte, je fais 2 carnets étrangers, ça arrive que dans certains centres, ils fassent soit un protectionnisme commercial, soit un excès de zèle par rapport à leur rôle. N'oublie pas que le directeur de plongée, au sens même de la loi française, impose, ou en tout cas, oui, impose au directeur de plongée que de donner une aptitude à la profondeur. Et donc, si lui décide de manière arbitraire et non objective, hein, je suis d'accord avec toi, de devoir faire une test dive, comme ils disent dans d'autres fédérations et autres, eh bien, il faudra s'y plier. Maintenant, en tout cas, enfin, j'ai fait aussi pas mal de clubs étrangers, c'est rare qu'on me dise, tiens, ça ne vaut pas force. Un brevet CMA, c'est quand même un brevet CMA, ils savent bien qu'on existe. Mais effectivement, il y a une forme de protectionnisme derrière qui pourrait nous embêter. Mais ça, on ne saura pas aujourd'hui trouver une solution, qu'il y ait des brevets de spécialisation ou pas. S'ils refusent toutes cartes qui viennent d'ailleurs que de Paddy, malheureusement, il faut aller choisir un autre centre. Hein, je pense. Cédric. Attends, Johan. Cédric. On entend clairement qu'il y a encore un grand débat à faire dans le contenu de comment vous voulez arranger ces choses. J'espère vraiment qu'on arrive à travailler ensemble, n'importe quelle est la langue, que ce soit en français, en néerlandais ou en anglais, que le contenu soit quand même bien débattu ensemble. Oui, ouais. La première étape est aujourd'hui, en tout cas on y a déjà réfléchi, mais aujourd'hui, et d'avoir vos feedbacks, c'est ultra important, parce qu'il y avait des choses dont on avait déjà réfléchi, mais en tout cas on entend bien, et c'est ce qu'on en ressort aujourd'hui, qu'on ne veut pas révolutionner, que vous voulez quelque chose de simple à mettre en œuvre, et là, par exemple la charge de Benoît qui disait la charge sur nos moniteurs ne doit pas être augmentée de par des brevets que l'enseignement va encore imposer, mais on ne veut pas l'imposer. Allez, dernière question, Jean-Pierre et Pierre-Philippe. Pour résoudre simplement une partie du problème, pourquoi est-ce que vous n'envoyez pas à tous les plongeurs 3 étoiles minimum déjà de spécialisation? Oui, c'est prévu. C'est prévu, les jeux de passerelle pourraient être envisagés. La dernière. Voilà, je voulais apporter dans son sens, c'est-à-dire que dans nos cours d'organisation, on aborde ces questions-là de toute manière. C'est dans le cursus. Pourquoi est-ce que quand tu délivres un brevet de 2 étoiles, tu ne reçois pas un brevet éco-responsable? Pourquoi est-ce que quand tu délivres un brevet de 3 étoiles, est-ce que tu ne reçois pas aussi une carte de rank diver? Je ne sais pas. Et ça, c'est... Pourquoi pas l'inclure dans certains cursus? Maintenant, l'éco-responsable, on l'a inclus dans le syllabus 3 étoiles. Vous avez vu que ce n'était pas une matière facile et light. Hein, on parle de plongée de nuit, ça je suis d'accord, c'est facile. Les plongées éco-responsables, ça fait, Marc, combien? 15 pages, je pense, une quinzaine de pages dans le syllabus 3 étoiles. C'est aussi une orientation que les normes ISO veulent prendre. En tout cas, ils veulent que certaines fédérations puissent ou pas être, on va dire, 14001 dans le milieu professionnel. Ici, le numéro est différent pour le milieu sportif. Et donc, il y a une orientation des normes ISO aussi de nous donner l'équivalent 14001 sur notre fédération. Et si nous, on veut coller à ça, il va falloir quand même dispenser un cursus. Si tu veux le rajouter au cours 2 étoiles, pourquoi pas, et c'est la responsabilité, ce sera la responsabilité de chaque école de le faire, mais il ne faudrait pas recharger le niveau 2 avec des éléments qui deviennent trop lourds, parce que sinon on arrive à des cursus qui deviennent encore plus lourds que maintenant, et la marche entre le 1 et le 2 font déjà fuir trop nos plongeurs, donc soyons raisonnables par rapport à ça. Un des départs de la réflexion, notamment sur la plongée sur épave, ce sont les contraintes auxquelles on est soumis. On revient pour certains d'avoir été plongé en Italie sur le Haven. Vous n'entrez pas dans les épaves si vous n'avez pas la certification. On parle bien ici de non pas la plongée sur épave, mais dans l'épave. Et donc, sorry, mais en termes d'analyse de risque, c'était le sujet de la journée, en termes d'analyse, c'est pas la même plongée. Alors, de grâce, n'octroyons pas des brevets sans une formation en disant on peut entrer dans une épave comme on peut plonger sur une épave. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout.
Alors la finalité de certains brevets de spécialisation, et je dis bien de certains brevets de spécialisation, c'est de donner les arguments de spécialisation aux plongeurs. Et ça, je pense que vous ne pouvez pas retirer. On ne peut pas enlever. Évidemment, plonger de nuit, c'est pas très compliqué parce qu'on la pratique habituellement, mais la plongée entrée dans le épave, on ne la pratique pas. C'est dangereux, vous faites comme vous voulez. Et donc je pense que ça doit être réglementé, ça doit être conditionné pour justement permettre bien une activité responsable du plongeur. Et de l'encadrant de manière générale. Il est certain qu'on n'a pas dit ici qu'on allait autoriser nos plongeurs à aller au moins 2 de la salle des machines et du donateur. Hein. Il faut rester raisonnable. Donc il y a la plongée souple qui va s'occuper de ça. Nous restons plongés de l'enseignement de la plongée et pas de la plongée souterraine. Donc faisons bien la distinction. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, dernier point, on en reparlera après. Hein, je suis encore là par la suite. Mais en tout cas, merci pour votre feedback. Je vois que ça suscite des réactions et on en tiendra compte. Merci. Alors, au niveau de nos conventions qu'on a avec la FFESSM, donc la Fédération Française de Plongée, quelques rappels du Code du sport. Alors, il y a un tableau qui est un peu indigeste, mais qui est très important dans le texte. C'est ce fameux tableau de quelles sont les qualifications minimum d'une personne qui encadre la palanquée. Hein, outre le fait qu'il y a des limitations au nombre de plongeurs, etc. Ici, on va rappeler simplement, il y en a plein qui le savent. Attends, Emmanuel, parce que comme ça, c'est trop, tu vas rien comprendre, tu feras la photo après et tu verras que ça va devenir plus simple. Ici, on a une case de guide de palanquée. Donc, dans les termes de la FFESSM, ici, hein, on ne passe pas de l'UCPA, etc., mais de la FFESSM, ils appellent ça, dans le Code du sport, guide de palanquée. Et ça, on a une convention directe, nous, qui a été signée par Jean Rondier il y a quelques années, qui permet à nos 3-4 étoiles et assistants moniteurs de devenir guides de palanquée conventionnés. Ça veut dire qu'ils pourront encadrer des 1 étoile. Alors, non, pas le moniteur club, on y reviendra. Les 1 étoile, donc si maintenant les 3 étoiles vont entre eux plonger en toute autonomie, il n'y a aucun problème. Mais s'ils veulent prendre un rôle de guide de palanquée, c'est-à-dire pouvoir encadrer les 1 étoile, comme notre fédération le prévoit, ils seront obligatoirement détenteurs de cette carte de guide de palanquée qui ici, dans ce cas, nous c'est GPC, donc le guide de palanquée conventionné. Hein, évidemment, les Français, eux, ont une carte de guide de palanquée en entièreté qui n'est pas conventionnée. Mais nous avons une convention pour pouvoir le faire. Donc il est important de rappeler à nos plongeurs que s'ils veulent aller encadrer, à nos plongeurs 3, 4 et AM, s'ils veulent aller encadrer en France, ils auront besoin de cette carte-là. Le moniteur club, ici, beaucoup croient, et il y a un problème sur leur site à eux, beaucoup croient que le moniteur club est aussi associé au guide de palanquée conventionné. Or, dans le tableau du Code du sport, les brevets délivrés par la CNAS, en tout cas moniteur 1 étoile, ce que les moniteurs club sont, ils sont d'office assimilés à un enseignant de niveau 2, ce qu'on appelle le E2 dans le Code du sport. Mais attention quand même, parce que le E2 dans le Code du sport, il est limité aux actes d'enseignement entre 0 et 20 mètres. Ça, c'est aussi dans le texte. Et donc ça veut dire qu'un moniteur club qui veut faire une DP 3 étoiles, par exemple, ne pourrait pas le faire en dessous de 20 mètres. Donc ça limite quand même le terrain de jeu. Hein. On va pas refaire le Code du sport aujourd'hui. Il faut travailler avec. Le moniteur club, moniteur fédéral, lui, il est moniteur 2 étoiles et il est assimilé directement par le texte légal à un niveau MF1, un encadrement de niveau 3, E3. Le E3, il est limité aux actes d'enseignement entre 0 et 40 mètres. Ce qui nous limite évidemment fortement pour les brevets PPA, puisque vous savez qu'en France, quand un MF1, donc l'équivalent du moniteur 2 étoiles ici, arrive en France, eh bien, il ne peut encadrer qu'à 40 mètres maximum. Ça pose problème. On essaye de travailler au bureau aussi pour avoir une dérogation sur ce genre de choses, mais les textes sont les textes. Ici, on parle de texte de loi, on ne parle pas d'un accord, d'une convention qu'on aurait fait avec la FFESSM. Malheureusement, c'est noté. Oui, tu disais que pour
pour les moniteurs club, on peut faire des actes d'enseignement jusqu'à 20 mètres. Jusqu'à 20 mètres. Mais est-ce qu'on peut encadrer jusqu'à 40? Oui, ça, on ne parle que d'actes d'enseignement, effectivement, tout ce qui est épreuve et exercice. Mais l'encadrement, il reste jusqu'à 40, effectivement, ou 60, si tu veux aller à 60, avec un 3 étoiles PPA, qui lui, inévitablement, tu seras en plongée encadré, puisque tu auras un niveau inférieur. Attention, le code du sport, il est parfois un petit peu ambigu sur certaines choses. On arrive dans l'encadrement à partir du moment où on a un niveau juste inférieur qui plonge avec nous, mais on arrive en acte d'enseignement à partir du moment où on fait passer une épreuve, quel type que ce soit comme épreuve. Et les 3 plongées d'évaluation du stage PPA, enfin les 3 plongées à décompression obligatoire en mer, sont une épreuve, sont un acte d'enseignement. Et donc c'est là que ça pose problème, parce que nos MF, ici, ne sont limités en acte d'enseignement que dans la zone 0,40 mètres. On ne va pas y changer, on ne peut pas les changer pour l'instant, on y travaille, mais... Et alors le moniteur national aussi, il est MF2 conventionné, ça faisait aussi partie de la convention, justement pour pouvoir lui donner un statut par convention de niveau d'enseignement E4, c'est-à-dire de la zone 0,60 mètres, puisque en dessous de 60 mètres, le code du sport ne permet pas de plonger à l'air en tout cas. Il y a, et je pense que la confusion de Jean-Pierre venait de là, c'est le fait que dans le formulaire, ici, le lien web, soit vous l'avez, soit il est sur le site de la LIFRAS aussi. Dans le lien web, à un moment donné, on propose dans le formulaire de convention le moniteur club aussi. Or, le moniteur club, il est d'office, par la lecture des textes, il est d'office encadrant E2. Donc, lui donner une carte de guide de palanquet viendrait à le rétrograder au stade d'acte d'enseignement 0,20 mètres. Donc ça, c'est pas le but, puisque ici, le moniteur club, il est d'office moniteur une étoile. Donc ça ne se discute pas. Le coût, bien évidemment, hein, la Fédération française a ses frais de fonctionnement, on va dire aussi, et donc il vous en coûtera 15 €. Le lien web, il est là, dans le PDF qu'on mettra à disposition sur l'extranet, vous pouvez cliquer dessus et vous arriverez directement dedans. Moi, personnellement, chaque fois que j'organise une école de mer en France, j'envoie ça systématiquement aux 3 étoiles, 4 étoiles et 3 étoiles PPA et assistant moniteur pour les inviter à le prendre, puisque dans la composition des palanquets, il pourrait qu'on doive mettre des 3 étoiles avec des 8 étoiles, et donc ils ont besoin de la carte de guide de palanquet. S'ils ne l'ont pas, ils doivent plonger en autonomie, c'est-à-dire 2-3 étoiles ensemble, et ça pose relativement problème dans le cadre d'une école de mer. Ça, c'est le contact à la FFESSL. Alors, une petite nouveauté, je pense, depuis début juillet 2017, c'est pour les clubs associatifs de la FFESSL, c'est-à-dire plus du côté Normandie, Bretagne, Côte, etc. De ce côté-là, vous avez beaucoup plus de clubs associatifs, parce que les choses sont moins commerciales, on va dire, que sur la côte méditerranéenne, et du coup, on se retrouve avec des clubs associatifs qui ont maintenant une possibilité de vous donner ce qu'on appelle le passe plongée. Ça, c'est assez nouveau. C'est la Fédération française qui l'impose de nouveau. Ça veut dire que vous aurez un pass de 4 plongées. Vous pouvez en reprendre autant que vous voulez. C'est valable 1 an. Ça veut dire que quand vous rentrez dans un club associatif, il pourrait vous imposer ce genre de choses. Alors, il y en a qui contournent encore les règles et qui vous mettent en fait membre de leur club associatif, hein, via un formulaire de membres, etc. Mais sachez maintenant qu'ils ont une possibilité. Et certains de nos plongeurs en ont eu les frais, on va dire, ils se sont retrouvés avec cette obligation de devoir acheter un pass plongée. Ils sont revenus directement chez nous en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, d'où ça sort? Et effectivement, on a été lire les modifications et se renseigner chez les responsables de la FFESSL, et donc ça devient une possibilité pour nos plongeurs que d'être sous, on va dire, tutelle, en tout cas de donner l'autorisation de plonger. Alors ça aussi, ça coûte. Pour 4 plongées, c'est 15 € plus le tarif local, c'est-à-dire le défraiement des frais d'essence, etc., que ces clubs associatifs pourraient vous demander. Donc c'est de nouveau un moyen, on va dire, semi-commercial déguisé de la fédération que pour vous autoriser à plonger dans leurs eaux. Mais ce n'est pas valable pour les structures commerciales. Hein. Donc ça, c'est uniquement pour les structures associatives. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vois des têtes qui y est. Non, c'est pas une question, c'est juste peut-être vérifier qu'avant ce système de passe, et on plongeait avec en Bretagne, il fallait qu'on se fasse quelque chose en bref, et obéir leur assurance. C'est un truc c'est avantageux. À partir du moment où c'est 15 € pour 4 plongées, vous allez me dire que c'est pas fort cher, mais l'accumulation de ça pourrait. Auquel il faut ajouter le tarif local. Hein, donc, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas
structure commerciale, ils vont vous demander des frais normaux hein, de participation à l'amortissement du matériel et autres. Hein. Donc votre plongée ne sera pas 15 divisé par 4, hein. Ça sera inévitablement plus. Vas-y, attends Gilles, et puis j'ai plus là. Alors, passe plongée, j'imagine que ce sera disponible directement auprès des clubs associatifs, ça ne se commande pas par Internet. Non, donc c'est la responsabilité des clubs associatifs que d'aller s'enregistrer eux-mêmes, donc ils ont un login mot de passe par club associatif, et c'est eux qui vont vous le délivrer. Ça sera mis à votre nom, et ça sera valable 1 an dans le système de la FFESSN. Puis là En fait, ça découle parce qu'à un certain moment, les clubs associatifs étaient obligés, pour que les gens puissent plonger, le plongeur il devait se faire membre du club associatif, il payait 50 € minimum. Alors, ça, effectivement, il y a... c'est pour diminuer des tarifs. Je pense qu'il y a des clubs associatifs qui se déguisent, c'est plutôt un déguisement qu'autre chose, parce que derrière, il y a une volonté commerciale, et donc effectivement, il y avait de l'abus là aussi. Il y avait certains clubs associatifs, moi personnellement, on va en Normandie tous les ans, et ils me demandent 20 € de frais pour être membre, mais il y en avait qui demandaient beaucoup plus. Et du coup, ben là, il n'y a plus de raison de demander à nos membres d'être membres chez Révélin d'un club soi-disant associatif. Ici, il y a un passe plongée, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce qu'il est important que vous le sachiez qu'il existe. Mais de nouveau, j'insiste sur la typologie de ce genre de centre, c'est uniquement les clubs associatifs et pas tous les clubs commerciaux sur la Côte d'Azur. Il est transférable, on peut payer un passe plongée dans un centre de plongée et l'utiliser dans un autre centre de plongée. Je pense que bien, parce que c'est sur le site internet de la FFESSN. Je pourrais me renseigner, mais je suis sûr à 90%, on va dire. Je pourrais pas te dire, je suis certain, mais en tout cas, c'est à vérifier. Je pourrais vérifier avec Boy, parce qu'effectivement, si tu vas faire 2 ou 6 plongées et que tu ne prends pas tout le forfait, on va dire, tu pourrais pouvoir les récupérer. Je vais m'enseigner, mais je pense bien qu'il y a moyen, puisque c'est tout en ligne. Et donc, sauf si c'est lié au club associatif, je vais m'enseigner. Il y a une réciprocité par rapport aux plongeurs français qui viennent en carrière en Belgique. Alors, effectivement, il y a une réciprocité, hein, directe ou indirecte, en fonction des niveaux de brevet de plongeur. Ça passe par le pôle développement, enfin même pas par le pôle développement, puisque maintenant, il y a une possibilité de passer le niveau 1 français, il vient le niveau 1 chez nous, le niveau 2, etc. Donc là, il y a une réciprocité, on va dire, directe. Au niveau des moniteurs, là, c'est déjà un peu plus compliqué, parce que certains moniteurs MF1 ou MF2 demandent des équivalences, et donc là, maintenant, on a réglementé ça aussi. Donc, en la personne de Patrice Finet, qui est responsable du pôle développement, lui, il a vraiment remis les choses au clair. Le parcours n'est pas simple pour un moniteur de plongée français que de venir chez nous. Mais, à l'inverse, le parcours n'est pas simple non plus que d'un plongeur belge pour aller enseigner en France. Ici, ce dont je vous parlais ici, c'est juste un droit de pouvoir aller plonger et enseigner. Vous n'avez aucun droit, avec ce que je viens de vous expliquer ici, de donner des actes d'enseignement pour la Fédération française, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Donc ça vous donne... La question était, y a-t-il un passe plongée pour aussi à payer? Ah mais non. Cédric, si tu prends une licence française, tu dois pas me payer ça. Alors à ce moment-là, c'est moins cher d'acheter la licence française. Alors effectivement, vous pouvez prendre une licence française avec une assurance derrière. Je ne sais plus quelle est la licence, mais licence française. 50 €. C'est une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça. Donc à vous de faire le calcul aussi. Non? Et la France, alors ça, effectivement, les fédérations entre elles ont des protectionnismes qui sont différents. Je pense qu'on ne doit pas tomber dans ce travers-là non plus. Donc effectivement, tu me demandais est-ce qu'il y a une réciprocité dans l'autre sens que de commencer à faire payer les gens. On le voit d'un mauvais œil. En tout cas, moi je trouve ça un peu lourd de devoir payer pour juste mettre son cul dans l'eau. Ne rentrons pas dans ce jeu-là. Hein, il est évident que la volonté du conseil d'administration n'est pas d'aller faire des sous sur la tête de nos plongeurs qui viennent de l'extérieur et qui voudraient aller plonger à Rodelay ou à la Longue ou dans toute autre carrière, ou même en mer du Nord, je veux dire. Bon, c'est pas la volonté de la fédération, en tout cas, pas celle que je me donne comme image. Alors, quelques informations, juste pour terminer ici, comme ça on reste dans les temps. Le manuel de l'instructeur IFRAS, que nous appellerons le MIL, il est dans les cartons. Alors vous avez connu la FARC l'IFRAS, je pense que c'était 2005, elle s'est arrêtée, quelque chose comme ça. À la Delos, ils ont déjà quelque chose qui s'appelle l'Infomap. Et donc le but, c'est d'aller dans un même recueil, regrouper toutes les règles, notamment les plongées de nuit et autres règles, etc., dans un seul et même manuel. Et donc ça vous sera présenté fin d'année ici aussi, pour pouvoir venir
également sur les sites de plongée avec quelque chose de concret que vous pouvez lire. Parce qu'effectivement, on se rend compte que sur l'extranet, on peut aller voir des choses, mais que c'est pas très, on va dire, convivial d'aller lire les protocoles sur un téléphone avec son candidat. Et donc, chacun, finalement, a constitué sa propre petite farde de protocoles et autres, imprimés d'une manière parfois jolie, parfois moins jolie. Et donc ici, on pense aussi à l'image que nous donnons à nos plongeurs, nous, moniteurs, en se disant qu'avec un tel support, on pourrait être un peu plus crédible, on va dire, ou en tout cas un peu plus sérieux par rapport aux documents et aux médias qu'on utilise. Et Cédric, est-ce que vous avez pensé à envisager un support qui a plus ou moins le même format que l'infomap déjà, ce qui est quand même super parce que c'est petit, c'est hyper facile à emporter avec soi. Ouais. Et éco-friendly aussi. Donc parce qu'il faut qu'on respecte aussi l'environnement, et donc effectivement on veut garder, on ne va pas vous donner cette farde-là qui était évidemment indigeste, je te l'accorde, sur site. Donc voilà. Et donc on veut revenir à quelque chose qui fonctionne bien. À la Melos, on l'a utilisé, moi j'ai reçu plusieurs exemplaires chaque année, et effectivement c'est vraiment nickel, je pense que c'est un plus. Après, si vous voulez continuer, voilà, c'est de nouveau le même exemple, on vous donne un support pédagogique, vous l'utilisez, vous ne l'utilisez pas. Si quelqu'un a de mauvais yeux qui vous l'écrit en A3 ou en A0, comme il veut, mais après, voilà, libre à vous de l'utiliser ou pas. En tout cas, il sera distribué à nos moniteurs. Pas un éco-friendly, mais quand je vois le format relié de la Melos, chaque fois qu'il y a une mise à jour, on doit tout réimprimer. Ouais. Est-ce que ça serait pas sur des solutions de phare, donc on est publié Alors, c'est pour ça que j'ai dit, il faut que ça soit sur... Ça peut être restreint en A5 et avoir quelque chose de petit, mais... Il faut que ce soit... Alors, la problématique des mises à jour, il y en a certains qui l'aiment bien, d'autres qui l'aiment moins bien. Là-dedans, c'était très facile parce que c'était relié enfin, avec 2 anneaux et on pouvait remettre à jour. Dans la nouvelle, c'est un peu différent parce que c'est un peu plus grand, mais ça prend quand même du temps, etc. Et il y avait des risques d'erreur, des risques de non-conformité, des gens qui vous ont ou pas acheté ou pris les mises à jour. Et donc, ici, la volonté, en tout cas de la Melos, c'était de ressortir quelque chose qui est certain à 100% pour 2018, 2019, etc. Le côté éco-friendly, je l'entends bien, le papier là, il est NFC, on a vérifié ça aussi, inévitablement, c'est quand même une consommation de papier. On peut penser que si le papier est en filière recyclable, c'est moins polluant qu'un autre. Mais le but, c'est d'effectivement donner de l'information valide à 100%, sans mise à jour, mais je te rejoins, il faut qu'on fasse attention à ce côté éco-friendly, parce qu'on voudrait l'être pour notre fédération aussi. C'est limite, je sais. Je réponds, je ne suis pas moi-même persuadé, mais il faudra faire avec. Si on arrive à trouver un format papier, allez, encore plus fin, parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu un format, je ne l'ai pas ici, mais le papier est vraiment fin, c'est épais, allez, ça fait 1 cm, 1,5 cm maximum, donc on limite quand même l'impact écologique, faisons-y attention, par exemple. Merci à tous pour votre attention, pour cette partie un peu plus protocolaire, on va dire. Merci à tous pour votre attention et bonne journée, bon dimanche.